Les conséquences, le coût de l'inaction climatique, voilà le thème de notre débat avec Frédéric Samama. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes chef du développement stratégique chez Sustainable One, l'entité de SP Global dédiée à la durabilité. Et puis vous publiez Archéologie de l'inaction, c'est aux éditions Herman, avec une édition en anglais à venir dans quelques semaines. On est également en duplex avec Daphné Chamart-Terling. Bonjour, vous êtes responsable transition écologique juste au Secours catholique Caritas France. Bienvenue à vous aussi. Je voudrais commencer par une question vraiment simple, Frédéric Samama. L'inaction, comment vous définissez l'inaction? Parce que je vais être très honnête avec vous, moi j'ai l'impression que ça bouge quand même et que je reçois des entreprises, des représentants d'entreprises ici qui font évoluer leur modèle et qui ne sont pas dans l'inaction climatique. Et ils ont raison. Ils ont raison, c'est qu'il y a une action. S'il n'y avait pas d'action, on serait sur une trajectoire à 3,5, 4 degrés. Et il y avait un rapport qui était sorti, qui était que sur cette trajectoire-là, à la fin du siècle, il y avait 4 à 5 milliards de personnes qui étaient en danger de mort. En gros, les personnes qui étaient en Amérique du Sud, Amérique centrale, sud des États-Unis, l'Afrique, l'Inde, l'Indonésie, ainsi de suite. 4 à 5 milliards de personnes, s'il y avait eu une trajectoire, j'allais dire, comme qui reflétait le passé. Donc ça, on n'y est pas. Donc oui, il y a une action. Le problème, c'est que cette action, elle n'est pas du tout suffisante pour atteindre les 1,5 degrés d'augmentation des températures par rapport à l'ère pré-industrielle, qui est l'objectif du GIEC. Ouais. Pour garder cet objectif raisonnable, sachant que déjà les conditions ne seront pas sympathiques, on aura déjà des vagues de chaleur, un manque d'eau, des typhons, et ainsi de suite, il nous reste actuellement 3 ans de budget carbone au rythme actuel. Voilà, vous seriez pour dire que... effectivement, et on va se poser la question des raisons pour lesquelles, c'est ce que vous analysez dans votre livre, on n'arrive pas collectivement à aller plus vite. Il y a cette COP30 qui se prépare, qui se tiendra au Brésil, à Belém, à partir du 10 novembre. Daphné Chamart-Terling, je me tourne vers vous parce que vous êtes en train de préparer votre participation à cette COP30. Est-ce que vous y croyez encore? Vous en attendez quoi? Bien sûr, on y croit encore puisque on sait que les États sont aussi capables de prendre des engagements. La COP30, c'est, on l'espère, un tournant décisif puisque c'est les 10 ans de l'accord de Paris. Et donc, les États sont attendus pour retravailler, pour présenter des copies justement qui sont suffisantes. C'est un peu un test de crédibilité. Est-ce qu'on va réussir à passer des promesses de l'accord de Paris en plan concret? On y croit aussi parce que c'est aussi l'occasion de travailler sur l'adaptation. Ça a été dit, bien sûr, malheureusement, les conséquences du changement climatique sont là et on observe au Secours catholique qui touche en plus en priorité les plus précaires. Donc, bien sûr, l'atténuation, c'est la première mesure pour s'adapter. Mais il va falloir aussi qu'on finance l'adaptation au changement climatique, prendre en compte les pertes pour les personnes les plus vulnérables. Et donc, on y croit parce que c'est l'occasion de travailler sur ces sujets-là. Et puis, rappelons-le, la COP30, vous l'avez dit, elle est à Belém. Belém, c'est les portes de l'Amazonie, c'est un lieu qui est hautement symbolique. Et donc, c'est un lieu aussi où on a une société civile qui est forte et des acteurs en présence qui portent ces questions-là parce que la déforestation, les conflits sociaux autour des usages de la terre et bien sûr, les impacts du changement climatique sont très visibles. Et donc oui, on y croit encore et il faut, sinon on baisserait un peu tous les bras. Évidemment, personne ne veut baisser les bras ici. Vous allez d'ailleurs notamment porter la voix des peuples autochtones amérindiens de Guyane. Je vous demanderai de nous en dire un mot tout à l'heure. Quelques chiffres donnés par le Boston Consulting Group qui nous dit qu'entre 25 et 25%, alors la fourchette elle est large, des bénéfices des entreprises d'ici 2050 sont tout simplement menacés par les risques matériels du changement climatique. Sans action décisive, le produit intérieur brut mondial pourrait perdre jusqu'à 22% de sa valeur. Alors là, on va plus loin d'ici 2100. Et pourtant, Frédéric Samama, c'est ce que vous dites dans votre livre, on n'agit pas suffisamment, ou en tout cas pas assez vite, pas assez fort. Pourquoi? Comment ça s'explique? Oui, merci de cette question, parce que ce livre est parti de cette question à laquelle Jean Jouzel fait écho aussi, puisque, comme vous l'avez rappelé, il a eu la gentillesse de faire la préface. Le livre pose cette question très simple, qui est de dire, sur le climat, on sait depuis 50 ans,
et de façon totalement évidente depuis une dizaine d'années, aussi bien pour les chefs d'État que pour les êtres humains. Il n'y a pas un être humain sur la planète qui n'a pas subi une vague de chaleur, un manque d'eau. Ok, alors le constat, on le connaît, on l'a déjà fait. Pourquoi on n'arrive pas, nous, intellectuellement, collectivement, à faire brûler les choses? Je réponds, mais je veux bien, parce que le temps file vite. Pardon, Je vais parler plus vite. Le constat, c'est une crise qu'on a créée nous-mêmes, et c'est une crise qui nous menace. Oui. Et donc, en effet, c'est très étrange. C'est d'autant plus étrange que sur le Covid, on y est arrivé en 2 ans. Le passage à l'an 2000, on s'en souvient, on nous annonçait les pires catastrophes, on s'est mis en ordre de marche, on y est arrivé. La couche d'ozone, on allait tous mourir d'un cancer de la peau, on y est arrivé. Donc pourquoi sur ce problème-là, on cale et pas sur les autres? C'est une question relativement intéressante. Et la théorie du livre, c'est de dire, allons chercher au plus profond des mécanismes des sociétés. Et pour cela, mobilisons les sciences cognitives les plus récentes. Et les plus récentes disent qu'en gros, on passe notre temps à faire des lois à partir d'observations. Je ne vais pas être trop long, mais quand vous étiez petit, vous aviez un yaourt, et puis tout d'un coup, vous avez observé que quand la table était touchée, hop, le yaourt se mettait en mouvement. Et vous avez observé que c'était la même chose pour la tétine du chien, la balle, enfin votre tétine, la balle du chien, ainsi de suite. Et donc, vous établissez des lois à partir d'observations. Vous mettez un rat, je ne vais pas être long, un rat dans un labyrinthe avec un morceau de fromage, il se perd, il ne sait pas où est le fromage, il écrit sa loi progressivement, et puis tout d'un coup, il dit, tiens, droite, gauche, il y a toujours du fromage. Et il devient certain de trouver le fromage à cet endroit. Et la théorie du livre dit qu'on aurait peut-être eu 2 moments fromage dans l'histoire de l'humanité. Le premier avec l'agriculture et la science moderne, où on accède aux ressources naturelles, et avec le néolibéralisme et la fin de l'histoire, et ainsi de suite, où on dit on peut accéder aux ressources humaines, c'est-à-dire le salarié chinois sans protection sociale. Et comme les bulles financières, on est dans ces bulles de succès, parce que ça a fonctionné, mais le propre du succès, c'est comme le rat dans le labyrinthe, on arrête d'explorer, on arrête de mettre à jour nos modèles. Donc on reste sur un modèle qui est finalement ancien, qui a fonctionné mais qui ne fonctionne plus. Et le prix, exactement. Et il a fonctionné, et le prix à payer, c'est qu'on est dans la surconfiance, et que là, on a un problème où le signal est encore assez faible, donc on a du mal à actualiser. Malgré les événements climatiques extrêmes. Oui, parce que comme la bulle financière, vous savez, dans une bulle financière, il y a 3 siècles, on pouvait avec une tulipe acheter 2 maisons. Vous pouviez taper sur l'épaule de la personne et lui dire, mais non, une tulipe, ça vaut pas des maisons. Il est pris dans sa bulle, il ou elle est pris dans sa bulle. Donc c'est vraiment un phénomène cognitif qui est effectivement intéressant à décrire et à détailler dans la lecture de votre livre, dont je vais rappeler le titre, Archéologie de l'inaction. Daphné Chamarterling, il y a donc cette voix des peuples autochtones amérindiens de Guyane que vous allez porter. Au-delà d'eux, le constat, c'est que les conséquences de l'inaction climatique aggrave les injustices, c'est ce que vous portez comme idée? Oui, bien sûr. D'une part, il est important de se rappeler que les plus précaires sont aujourd'hui ceux qui sont les plus touchés par les conséquences du dérèglement écologique. Ce sont eux qui vivent dans les logements mal isolés qui se transforment en bouilloire thermique pendant les canicules. On l'a vu aussi à Mayotte, tous les habitats informels qui ont été dévastés. On a aussi tous les paysans, que ce soit partout dans le monde, en Tunisie, au Brésil, qui ne peuvent plus cultiver leurs terres à cause de la sécheresse. Et donc, la pauvreté rend plus vulnérables au changement climatique. Ce qui fait aussi que même si on est tous concernés, eh bien, les plus précaires, eux, auront plus de difficultés à s'adapter. Et puis, d'un autre côté, c'est un cercle vicieux parce qu'on voit que quand il y a un choc climatique, c'est le cas en Guyane, mais pas que, eh bien, en fait, les personnes qui étaient sur un fil ou qui sont déjà dans la pauvreté basculent. Pourquoi ? Parce que on l'a vu dans le Pas-de-Calais, des personnes que nous, on a accompagnées, qui ont perdu leur maison avec les inondations et qui n'ont pas les moyens de s'en racheter une, ou simplement, en fait, après un choc climatique, ce qu'on observe, c'est une augmentation des prix de la nourriture, des produits de base, et une explosion des prix qui fait que les personnes peuvent plus les payer. Et donc, on est vraiment dans ce cercle vicieux où à la fois les changements climatiques touchent davantage les plus précaires, et en plus, le changement climatique aggrave et peut même engendrer des nouvelles formes de précarité.
Et donc, vous êtes en train de préparer un rapport d'entretien avec justement des citoyens d'un peu partout, hein, qui sont directement touchés par les impacts du dérèglement climatique à travers le monde. Quel est l'objectif, quel sera l'objectif de ce rapport? Pour nous, le premier objectif, c'était déjà de montrer que le changement climatique, il est déjà là et qu'en fait, c'est un impact très concret dans la vie des personnes. Et que finalement, qu'on vive dans le Pas-de-Calais ou en Honduras, eh bien, quand on doit faire face à un choc climatique, et qu'on est plus vulnérable, eh bien, ce sont forcément des conséquences. Pas simplement quand on a une inondation ou un cyclone, mais c'est vraiment des conséquences sur le long terme. Et c'est ça aussi qu'on veut montrer, ce besoin en fait d'accompagner les personnes. Tant quand il y a l'événement qui se passe, mais aussi en fait quand il s'agit d'accompagner les personnes dans l'accès aux droits, dans essayer de retrouver une vie normale quand je peux plus exploiter la terre, quand ma maison a été dévastée. Et puis, ce qu'on cherche aussi à mettre en évidence, parce qu'au Secours catholique, ce qu'on veut vraiment, c'est partir de la parole des personnes. On a interrogé 150 personnes, donc partout dans le monde et en France. Et ce qui revient énormément aussi, c'est l'impact mental des changements climatiques et des chocs climatiques. Ça, on a un peu tendance à l'oublier. Mais quand on subit un cyclone, mais aussi quand on doit vivre plusieurs semaines dans des logements en pleine canicule, eh bien, ça a un impact sur la santé mentale des personnes. Et ça, il va aussi falloir l'accompagner. Un dernier mot, Frédéric Samama, c'est si on esquisse une solution, évidemment en 1 minute 30 ça va être difficile, mais le premier levier à activer, c'est quoi pour vous? En 1 minute 30, on a essayé plein de leviers. On a essayé le message catastrophique, l'ours sur le banquis, ça marche pas. On a cherché l'homme d'État providentiel, on l'a pas trouvé. Ce qu'esquisse ce livre, c'est de dire, essayons un signal, une représentation qui nous réveillerait, qui nous sortirait de notre bulle. Et là, ce qu'on observe, c'est que les astronautes, quand ils sont dans l'espace, et c'est pas des gens sélectionnés pour être des grands poètes, c'est des gens sélectionnés pour la tête en bas, sans oxygène, continuer à réagir correctement. Ils disent tous la même chose. Quand ils voient la planète depuis l'espace, ils disent « elle est belle, fragile et vivante ». Et notamment sur la fragilité, qui activerait un mécanisme de responsabilité, qui est ancré dans notre ADN. Nous sommes la seule espèce animale qui avons une asymétrie par rapport aux plus vulnérables, c'est que nous devons nous en occuper. Parce que le bébé humain naît prématuré par rapport au bébé éléphant, girafe, ainsi de suite. Et donc, on a codé ça en nous. Nous devons nous occuper du plus fragile. Et donc, quelqu'un comme Pompidou disait aussi en 70, quand je vois la planète depuis l'espace, elle est belle et fragile, et donc, je dois m'en occuper. Et l'idée, c'est en effet d'activer ça à l'école, dans des tas de courroies de transmission, pour amener cette responsabilité, et de là une sociabilisation avec la nature, et avec la sociabilisation avec la nature, redécouvrir aussi une sociabilisation entre nous, les êtres humains. Merci beaucoup et merci de vous être adapté au format de ce débat. Je rappelle le titre de votre livre, Frédéric Samama, Archéologie de l'inaction, c'est aux éditions Hermann. Merci également à Daphné Chamart-Terling qui était avec nous en duplex. À bientôt sur Bismart for Change. On passe tout de suite à notre grand entretien, c'est la rubrique Prêt pour l'impact.